Salut les canapéens et les canapéennes, vous êtes sur Fauteuil Pop, la version bébé de Canapop, un format court pour vous parler rapidement d'une petite pépite qui nous tient à cœur. Salut Loulou, salut à tout le monde, j'espère que ça va bien. De quoi on va parler aujourd'hui, Loulou ? Et on va parler de la trilogie Le Hobbit, de Peter Jackson. Et t'en penses quoi alors ? Alors, moi j'en pense qu'il y a quand même des petits défauts, des petites choses qui coincent, qui grincent un peu. Notamment le fait que Peter Jackson, qui n'était pas le réalisateur pressenti à la base, ça devait être Guillermo del Toro. Peter Jackson, lui, devait travailler sur le scénario, être le producteur, et il a dû, quand Guillermo del Toro est parti, faute d'agenda trop chargé, il a dû récupérer la réalisation et pour aller au plus vite, pour être le plus efficace possible, parce que quand ils font des films, il y a de l'argent qui est investi, il faut que, bien sûr. Faut que ça soit rapide pour que tout ça soit bien... dans les temps, pour la sortie. Puis c'est une question de budget, de financier, faut que les choses soient tenues, il y a des plannings et tout, et donc Peter Jackson, lui, il refait des choses qu'il avait fait déjà auparavant, et notamment sur la communauté de l'anneau. Il réemploie un chemin qu'il avait déjà emprunté. Un chemin de création qu'il avait déjà emprunté. Ouais, moi de mon côté, je vais commencer par quelques points négatifs, tu vois, mais un des premiers points négatifs que j'ai avec ce film, c'est le fait que ce soit un film beaucoup plus doux et plus familial que Le Seigneur des Anneaux, tu vois, pour moi. Genre, je le trouve moins violent et moins dans un dark fantaisiste, tu vois. Alors oui, mais pour rebondir sur la première idée que j'ai lancée tout à l'heure, si moi je vois ça comme un élément, on va dire, négatif, c'est parce que ça fait faire à Peter Jackson un travail de redite. Ouais. Il est plus dans la création pure, où tu as l'impression de voir se déployer quelque chose que tu n'as jamais vu. Là, tu as l'impression de revenir en fait à des bases. Plus de 10 ans en arrière, quand on a découvert la communauté de l'anneau, et que on n'avait jamais vu ça avant en fait. Donc il y a vraiment un ensemble de scènes qui sont similaires dans les deux films. Et un enchaînement de scènes, un enchaînement scénaristique qui est similaire dans les deux films. On commence dans la comté, on commence avec aussi un prologue qui nous explique ce qui s'est passé avant. On va avoir une communauté qui va être constituée, et donc on va avoir cette séquence où la communauté se constitue. On va avoir un passage à Foncombe. Dans le royaume des elfes, on va avoir un passage sur les monts brumeux et sous les monts brumeux, où la compagnie va affronter des gobelins, et on va avoir un final au cours duquel l'un des personnages est gravement blessé en fait. Oui, c'est vrai. Il ne va pas revenir dans la communauté de l'anneau. Là, il y a le personnage de Thorin et Cutchen. Mais effectivement, il y a aussi cette impression de regarder quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus familial. Même si moi je considère que c'est pas vraiment un défaut, parce que c'est justement, ça fait partie aussi du travail d'adaptation, dans la mesure où Le Hobbit c'était un livre pour enfants. Oui, c'est ça, exactement. Vous ne pouvez pas complètement reprendre le même schéma que sur Le Seigneur des Anneaux, et puis ça se passe dans le même univers, mais à une époque différente. Donc ça peut aussi signifier qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, dans la même ambiance. Et du coup, c'est marrant que tu parles justement du livre qui était un livre du coup pour enfants, parce que pour moi, c'est un deuxième point noir, entre guillemets, mais... En gros, Peter Jackson et son équipe a fait 3 films, donc une trilogie, sur un seul et même livre. Et contrairement au Seigneur des Anneaux, qui a plusieurs livres, et donc où tu peux vraiment te permettre de raconter une histoire en trilogie, et puis d'ajouter des petites touches de temps en temps, là on a quand même beaucoup plus de touches qui ont été ajoutées de la part de Peter Jackson et de ses équipes pour donner du cinéma supplémentaire, quoi. Et là, c'est en particulier Fran Walsh et... la deuxième femme, j'ai oublié son nom, mais ils ont travaillé en fait même à 4,
puisque Guillermo del Toro est crédité dans l'écriture. Tout ça pour dire que moi, je vois un autre point noir, c'est ce que j'appelle les Legolasseries. C'est les interventions du personnage de Legolas dans le récit qui, normalement, n'existe pas dans le Hobbit, le livre, il n'est pas du tout cité. Donc là, il a une intervention assez... surprenante. Sa venue est faite d'interventions très surprenantes, effectivement. Et ça jalonne le récit à partir du 2e. Alors, ça fait partie aussi, pour moi, d'un certain plaisir que j'en retire. Mais je trouve effectivement que ça fait partie des éléments qui n'étaient pas dans le récit de base, que Jackson et ses scénaristes ont ajouté. Mais tout comme Toriel. Ça fait, tout comme Toriel. Et en fait, on a l'impression qu'il jette des choses, mais qu'il les termine pas forcément. Il n'y a pas forcément de conclusion, il n'y a pas forcément... c'est pas toujours très abouti, même si pour moi, Toriel, il y a quelque chose d'abouti. Oui, avec ce personnage-là, je suis d'accord, mais avec Legolas, il n'y a rien qui se termine. Tu le vois juste partir et quitter son... Mais tu vois, il est aussi beaucoup plus radical. Il est beaucoup plus... il représente une forme de racisme, en fait. C'est vrai. Il représente une forme d'intolérance. Et moi, je trouve ça assez culotté, en fait, de le faire, et tout à fait cohérent en même temps, parce que ça nous ramène à ce que Tolkien voulait faire avec cet univers-là, en fait. Et lui, il avait vécu la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, dans la Somme, en France. Et il arrive, en écrivant d'abord le Hobbit et ensuite le Seigneur des Anneaux, en arrivant à citer en fait des éléments réels de ce que lui il a vécu durant ce conflit-là, de ce qu'il a ressenti ensuite en vivant tout en la Seconde Guerre mondiale, et tout en transformant dans le récit et dans l'écrit, et c'est tout à fait pertinent, mais après on pourrait citer, tu vois, les longs allers-retours de Gandalf, et là en fait c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des tunnels un peu scénaristiques, il y a des tunnels de dialogue qui des fois on a du mal à voir le sens que ça veut aller, ça peut prendre en fait, et c'est tout problématique, et en plus au-delà de ça t'as l'équilibrage entre les 3 films, puisque les 3 films, à la base, il n'y en avait que 2. Et on aurait dû avoir un diptyque. On a eu une trilogie, et le 3e, la bataille des 5 armées, et c'est un peu le parent pauvre, tu vois, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Tu sais pas vraiment, tu dis, il manque des éléments. Là, il y a des choses qui sont citées sans être citées. Il y a des armées qui n'existent pas. Et c'est marqué 5 armées. Parce que pour moi, c'est aussi un point noir. Merci de tout à fait. Mais l'idée, c'est que du coup, dans la bataille des 5 armées, on n'a que 4 armées qui sont représentées réellement, qui sont vraiment citées. L'armée des nains, l'armée des humains, l'armée des elfes et l'armée orque. Et il en manque une qui est citée dans le livre, finalement, c'est l'armée gobelin, qui doit venir se venger de la mort de leur roi par cette bande de nains qui ont fait n'importe quoi et qui du coup ont foutu le bordel partout. Et en fait là ça manquait un peu de ça, parce qu'à un moment on va citer il y a une troupe gobelin qui se pointe, mais c'est genre une vingtaine d'individus de ce qu'on comprend, et c'est genre le truc qui va se faire plier en 30 secondes et on s'en branle. Et la durée aussi des films, on va dire en version longue, est parlant, parce que t'as quand même, je crois, 1 heure de différence entre le Seigneur des Anneaux et plutôt entre la bataille des 5 armées et le retour du roi. Ah oui, ok. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose comme 1 heure de différence sur un temps. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il y a vraiment moins de choses à raconter finalement. Et finalement, tu vois, la bataille des 5 armées, elle fait, je crois, à peine 3 heures. Ouais, je crois qu'elle fait 3 heures. Alors que t'arrives à 4 heures. Facile. sur le retour du roi. Donc là, on est dans les proportions, ils sont pas du tout. Mais moi, j'ai envie de passer aux éléments qui sont très positifs, parce que pour moi, en étant dans cet univers, tu vois, il se permet de créer des personnages, de créer des morceaux entiers. Il y a Toriel, il y a Azog le profanateur, et les va-et-vient de Gandalf sont quand même très pertinents, parce que là, il raccorde avec la Dark Fantasy. C'est ça. Et il se permet des très très belles choses. Il y a aussi Radagast le Brun et son traîneau tiré par des lapins. Tu vois, par des lièvres. Oui, on est dans un autre
tu vois, on est dans un autre... Dans un autre univers, enfin, pas tout à fait autre univers, mais je vois ce que tu veux dire. La teinte de fantasy prend un autre aspect, tu vois. C'est vrai. Là où... Avec la forêt c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, on pouvait voir, tu vois, des liens avec un film comme Excalibur de John Borman, ou des très grands films en costume comme Ben-Hur, La chute de l'Empire romain, le Cid. Là, dans un cinéma où on va avoir du gore, du potache, du burlesque. Burlesque. Et tout ça est soutenu par la mise en scène. Complètement. Et par le 48 images par seconde, un niveau d'images par seconde supérieur qui a été justement en partie développé pour cette saga-là. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est en grande partie tombé dans l'oubli, alors que ça donnait du coup une saveur différente à un certain nombre de séquences dans les trois films, et notamment dans le tout premier, lorsqu'ils s'enfuient du royaume des gobelins, après avoir tué le roi gobelin. Là ça va vite, ça bouge dans tous les sens. Parce que t'as tes gags dans tous les coins, t'as mille petits détails, et en fait ça montrait aussi la profondeur et la richesse de l'imagination des créateurs. Parce que les mecs avaient des idées à la minute. Et enfin, moi je trouve ça fou, tu vois. Il y a notamment un gobelin qui a une sorte de petite torche, de petite poche qui est suspendue sous ses fesses, et qui doit contenir ses excréments, tu vois. C'est complètement improbable, tu vois. Et comme ça, des petits détails, il y en a je sais pas combien, tu vois, dans les grandes scènes. Et effectivement, il y a toutes ces grandes scènes, la fin de la destruction de Smaug, elle est incroyable. Les énigmes dans le noir, dans le 1, et puis il y a forcément la performance capture, qui vient du coup sublimer tout ça l'ensemble, et où tu te dis on est dans un cinéma, dans le cinéma de demain en fait. C'est ça. Et puis tout à l'heure je disais que pour moi, tu vois, le film familial c'était un problème, mais c'est aussi une de ses grandes forces, parce que justement ça amène à tout le monde pour pouvoir rêver, ça permet plein de choses, de pouvoir justement amener ce côté un peu effrayant, un peu gore et tout ça, avec quelque chose de comme tu dis, dans la grande tradition des grands films à spectacle. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça fait super plaisir. Et il y a une particularité. Hyper généreux. Une particularité en plus, c'est aussi que c'est un film qui sort tous les mois de décembre. Oui, effectivement. Quand c'est les dates de sortie, c'était toujours au mois de décembre. Donc film... décembre 2012, décembre 2013 et décembre 2014. Ouais, et c'était sorti avant le 21 décembre 2012. Parce que normalement, on aurait dû disparaître ce jour-là. Oui. Mais oui, du coup, c'était important de voir que ça sortait aussi pour les fêtes. Ouais. Et donc, que c'était quelque chose qui était pensé pour te dire, bah voilà, la famille va pouvoir se regarder ça quand ils seront tous ensemble réunis et ils vont tous pouvoir profiter de cet instant qui fait voyager. Parce que pour moi, c'est un deuxième point positif, c'est tu peux voyager de fou juste en regardant 3 films qui sont très bien réalisés. Et qui t'emmènent vers des sentiers thématiques que moi je trouve assez couillu pour un spectacle, on va dire, familial. Grand public, familial, parce qu'il y a clairement donc du racisme c'est clair, avec les elfes qu'on peut assimiler, on va dire, à des formes de nazis, mais il y a aussi un lien qu'on peut faire entre le peuple des nains dans leur crudité, tu vois, avec Thorin et Kutchen qui changent, là-dessus, il y a tout un discours sur l'oisiveté, sur le côté, non, c'est pas l'oisiveté, mais c'est le fait que le personnage a besoin d'en avoir toujours plus, il n'est jamais rassasié par son envie, et en même temps, le peuple des nains n'a finalement pas de royaume. Enfin, ce peuple-là ils sont nomades. Voilà, ils sont complètement détachés de sa terre, et le désir de voir retrouver cette terre va entraîner derrière une onde de choc qui va se propager au-delà de cette trilogie et qui continue, selon moi, derrière dans Seigneur des Anneaux. Super prenant, c'est finalement de se dire, passe d'un récit où il y a un magicien fantasque qui est tiré sur un traîneau par des lièvres à un récit évoque la géopolitique du monde. Qui évoque le rapport entre les nations. C'est tellement fort, et à la fin de la bataille des Skirmés, t'as des conclusions d'arcs narratifs qui sont pas parfaites,
d'accord, mais qui quand même t'évoque des choses. Enfin, moi, ça m'a fait penser, tu vois, à la fin de la guerre de Troie. Quand finalement, l'altruisme de... C'est Hector, c'est ça ? Ouais, l'altruisme de Hector a été vaincu, en fait, par l'arrogance de Achille. Donc finalement, les deux figures de héros, c'est les deux pôles, c'est les deux opposés philosophiques. Quand tu arrives au bout, tu comprends que, voilà, il reste plus rien. S'il reste l'être humain qui a sur lui, en fait, le souvenir, une forme de traumatisme que provoque, en fait, la quête et la recherche d'identité, de richesse. Comme avec l'anneau pour Bilbo. Voilà, comme avec l'anneau pour Bilbo. Ce qui fait un beau raccord avec ce que voulait faire Tolkien, je pense, parce que Tolkien, c'était un passif qui avait vécu les horreurs de la guerre et qui essayait juste d'expliquer que parfois, dans une aventure, dans une quête, c'est pas le gros muscle, la grosse épée qui fait le plus gros du travail. Voilà. J'espère que vous avez tout aimé. Redécouvrez-les. Exact. Redécouvrez-les, regardez-les, si possible, en famille ou avec des potes. Replongez-vous dans le cinéma et bisous de nous.